Bonjour à toutes et tous. Je suis Ariane Richard-Bossel, maîtresse de conférences en sociologie à l'INSPE d'Aix-Marseille, et nous sommes ravis avec mes collègues Christine Félix, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation également à l'INSPE d'Aix-Marseille, et Renaud Cormand, sociologue également, de pouvoir échanger avec vous pour cette conférence du printemps de la recherche en éducation. L'idée de ce printemps de la recherche en éducation, c'est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, à la fois en formation initiale et en formation continue. Le thème qui a été choisi cette année par le réseau des INSPE, c'est l'articulation recherche-formation-terrain. Et il y aura aussi un certain nombre de séquences spécifiques sur le thème de l'intelligence artificielle. Je vais donc commencer. Voilà, excusez-nous, on cale un peu le diaporama. Je vais donc commencer par vous présenter l'équipe pilote dans laquelle nous intervenons tous les trois. On va faire cette présentation à trois voix. Je vais commencer par une introduction avant de passer la parole à mes collègues. Et on va vous présenter donc l'équipe pilote qui s'appelle DITAEP, Dynamique territoriale et apprentissage en éducation prioritaire. Et on va se centrer sur les liens entre les apprentissages et les dynamiques territoriales. On fait partie du pôle pilote empirique, un projet investissement d'avenir d'Aix-Marseille Université, qui s'intitule Pôle d'innovation, de recherche, d'enseignement pour l'éducation et qui vise à améliorer durablement l'apprentissage des savoirs fondamentaux des élèves. Au cours de la conférence, vous avez la possibilité de poser des questions en cliquant sur le bouton qui est en bas à droite de votre écran et il y a un petit icône question et on vous répondra aux questions à la fin de notre intervention. Pardon, je me trompe entre les deux écrans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette équipe pilote d'ITAEP d'Empirique? D'abord, c'est une dizaine de personnes qui ont des ancrages divers, à la fois des chercheurs, soit titulaires ou doctorants, issus de différentes disciplines des sciences humaines et sociales et de différents laboratoires. On a des collègues chercheurs donc en sociologie, en sciences de l'éducation, en géographie, en sciences politiques. C'est également un certain nombre de personnels de l'éducation nationale avec qui on travaille de manière plus étroite, une inspectrice, un chef d'établissement, des formateurs, des enseignants. Et enfin, ce sont des acteurs éducatifs non scolaires, des représentants d'associations, des représentants de dispositifs éducatifs spécifiques ou des représentants de collectivités territoriales. Et ce que ces acteurs font ensemble, c'est mettre en commun leurs réflexions sur ce qui, à l'échelle d'un territoire, participe aux apprentissages des élèves. Et l'objectif, à travers ces échanges de réflexion, c'est d'élargir le regard par rapport à ce qui se passe dans les classes entre enseignants et élèves, ou bien au sein des établissements, pour essayer de mieux saisir comment ce qui se joue également à l'extérieur de l'école peut favoriser ou restreindre les apprentissages des élèves. Et on s'intéresse à cette question en particulier dans les territoires de l'éducation prioritaire, où, j'imagine que vous le savez, les élèves sont plus souvent que les autres en situation défavorable par rapport aux apprentissages scolaires. Alors, ces réflexions, elles se situent dans la continuité de différents travaux de recherche qui ont montré comment les liens entre éducation et territoire se sont particulièrement développés depuis les années 80. D'abord parce qu'il y a eu les politiques de décentralisation et de déconcentration, mais aussi parce qu'on a vu se développer progressivement une multiplication des acteurs qui prenaient en charge les enjeux éducatifs, et ce qui a amené un chercheur qui s'appelle Choukri Benayed à parler d'un nouvel ordre éducatif local.
Et ce processus de territorialisation des politiques éducatives, qui recouvre des enjeux multiples, complexes, interroge notamment les relations entre différentes institutions éducatives, que ce soit l'éducation nationale et ses différents échelons, les collectivités locales et les différents services qui sont en charge des questions éducatives, mais également les acteurs associatifs et bien sûr également les familles, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Et ce que ça questionne particulièrement, c'est les conceptions éducatives de ces différents acteurs qui se rencontrent et qui parfois se confrontent et du fait de leur diversité amènent à regarder de plus près l'articulation de ces conceptions pédagogiques de ces différents acteurs, mais aussi l'articulation de leurs actions. Et bien souvent, dans les travaux existants autour de ces questions, on interroge un peu moins souvent les effets que ces politiques éducatives territorialisées ont sur les apprentissages des élèves. Des questions se posent sur l'articulation entre les acteurs, sur les politiques en jeu, etc. Mais la question des apprentissages est souvent moins présente. C'est celle qui nous intéresse un peu plus particulièrement dans le cadre de cette équipe pilote. Autres travaux dans lesquels on s'inscrit aussi à notre manière, c'est des travaux sur la politique d'éducation prioritaire, qui est particulièrement emblématique des politiques éducatives territorialisées et qui, à la fois, instaure une politique de discrimination territoriale positive, mais aussi qui prône des modes de fonctionnement qui sont un petit peu spécifiques, basés notamment sur l'action partenariale avec d'autres ministères, notamment le ministère de la politique de la ville, mais aussi avec les municipalités et avec les associations pour favoriser la réussite des élèves. Et là encore, il y a de nombreux travaux qui se sont questionnés sur les effets de cette politique d'éducation prioritaire, mais souvent, ces effets sont interrogés à une échelle très macro-sociologique et ça a tendance à écraser les dynamiques locales et la diversité qui peut exister d'un territoire à l'autre. C'est pour ça que, de notre côté, on essaye à la fois de se situer dans le prolongement de ces travaux de recherche, mais en regardant ça à une échelle beaucoup plus locale et avec l'idée d'interroger de manière approfondie les actions qui sont menées au sein d'un territoire en éducation prioritaire et de questionner les effets sur les apprentissages fondamentaux des élèves, qui est la thématique au centre du projet empirique. Alors, très concrètement, ce que nous cherchons à faire, c'est articuler les questionnements que nous avons à la fois du point de vue de la recherche, de la formation et du terrain, dans le cadre de la réflexion qui est menée au sein du réseau des INSPE. Au niveau de la recherche, on rassemble en fait plusieurs recherches qui sont menées par les différents membres de l'équipe pilote, nous trois présents aujourd'hui, mais aussi les collègues dont on a parlé tout à l'heure qui ne sont pas là ce soir. On a par exemple des recherches qui sont finalisées, qui ont été centrées sur la question des devoirs, une sur un territoire rural en REP, l'autre sur un REP+, centre-ville de Marseille. On a une recherche en cours sur les 5 cités éducatives de la ville de Marseille qui intègrent plusieurs REP+, et dispositifs qui cherchent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants de 3 à 25 ans avant, pendant et autour de l'école, et donc qui croisent nos questionnements. On a aussi des collègues qui ne sont pas là ce soir, mais qui travaillent sur la scolarisation des élèves allophones et les dispositifs spécifiques qui sont mis en place pour ces élèves. Et puis, on a une recherche qui va démarrer, par exemple, sur le programme de réussite éducative de la ville de Marseille. Du côté de la formation, on participe à la construction et la co-construction de formations à la fois initiale et continue sur la question des apprentissages en éducation prioritaire. Au niveau de l'INSPE, on a des UE spécifiques sur ces questions. On intervient aussi dans différents parcours du professorat d'éducation. Et puis, on travaille avec également les formateurs académiques de l'éducation prioritaire, et en particulier dans un certain nombre de territoires qui
sont estampillés territoire apprenant au niveau académique. Et du côté du terrain, l'idée, c'est de permettre à des acteurs de l'éducation prioritaire, que ce soit des enseignants, des associations, des agents territoriaux, qui sont fortement engagés dans la mise en place d'actions partenariales, de disposer d'espaces de rencontre, d'échanges et de réflexion entre acteurs scolaires et non scolaires dans le territoire et avec le monde de la recherche afin de favoriser les synergies qu'il peut y avoir entre eux. On a notamment mené des rencontres avec les associations d'accompagnement à la scolarité et les écoles, un séminaire de rentrée avec les acteurs du programme de réussite éducative et on a des échanges réguliers avec les acteurs de cités éducatives, par exemple. Et pour illustrer le travail de notre équipe, je vais maintenant laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter plus précisément 2 projets qui ont été menés dans le cadre de l'équipe. Et je passe la parole à Christine. Ok, donc merci. Voilà. Donc, à mon tour, donc, de vous présenter un des projets de l'équipe. Il s'agit de la réalisation d'un film documentaire qui, comme vous le voyez, est intitulé « Laissez pour compte » ou « Comment renforcer les alliances éducatives entre écoles, familles et quartiers populaires » et qui est, nous semble-t-il, un bon candidat à la problématique de ce webinaire puisqu'il cherche à la fois à produire des connaissances issues des recherches que nous menons, comme vient de le présenter Ariane, qui sont notamment relatives aux dynamiques d'un territoire qui se noue entre ces différents acteurs. Il s'agit aussi d'accompagner la réflexion des différents acteurs de ce territoire en proposant par exemple aux parents, aux acteurs éducatifs, municipaux, associatifs, de construire de nouveaux espaces de rencontre, des espaces d'action et de prise de recul sur leur activité. Et puis, évidemment, il s'agit également d'alimenter la réflexion sur la formation, alors sur la formation des enseignants, mais pas uniquement, par exemple, la formation des débutants en éducation prioritaire, autour notamment de cette dimension partenariale. Alors, de quelle manière? Merci. Donc, dans ce documentaire, nous avons cherché à créer avec les acteurs, je l'ai dit, des espaces de co-analyse, des espaces d'interconnaissance, en essayant de donner la parole à tous les acteurs de ce territoire et dont vous apercevez certains d'entre eux sur cette diapositive. Une parole que nous avons qualifiée à parité d'estime. Ça veut dire que aucune personne, pas plus les enseignants que les chercheurs ou les habitants, aucune personne n'est plus légitime qu'une autre à s'exprimer et à essayer de construire un système d'explication sur ces questions-là. Cette volonté de donner la parole dans ce travail à tous les acteurs, elle a un but essentiel, c'est bien entendu celui d'ouvrir un dialogue. Ce dialogue qui porte à la fois sur les tensions, évidemment, mais aussi sur les initiatives en matière de coéducation, de manière à peut-être mieux saisir comment les conditions de vie dégradées vont façonner, vont impacter les trajectoires scolaires. Alors évidemment, je n'ai pas le temps ici de développer la partie méthodologique de cette recherche que j'ai mobilisée pour co-réaliser ce film. Mais ce que j'ai envie de préciser ici, c'est que nous avons convenu à chaque fois que nécessaire avec les acteurs eux-mêmes ce qu'ils souhaitaient mettre en avant et donner à voir de leurs problématiques. Donc aussi ces prises de vue qui sont notamment tirées du film n'ont absolument pas vocation à brosser un tableau déficitaire de ces territoires, pas plus qu'un tableau alarmiste et encore moins spectaculaire. Ces situations que vous voyez là, ces scènes, elles ont été choisies, sélectionnées par les acteurs concernés pour tenter de rendre compte de comment la pauvreté s'incarne dans le quotidien des élèves et de leurs familles, ce qui pose évidemment la question à des enseignants et à tout le personnel éducatif de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va prendre en charge cette question-là. Finalement, ce que j'ai envie de dire, voilà, en reprenant un petit peu les propos de Bernard Lahire dans Enfance de classe, ce que ces familles et ce que ces acteurs différents, à leurs différents niveaux, ont tenté de donner à voir, c'est d'essayer de comprendre ce qui est accessible aux uns, c'est-à-dire à certains enfants, les plus aisés, ce qui est inaccessible aux autres, à ceux qui connaissent la pauvreté, comme on peut le voir sur ces images tirées du film, et qui peuvent entraîner évidemment des formes d'exclusion. Et puis, finalement, il y aurait ce qui est possible
est presque sans limite pour certains et totalement impossible et même impensable pour d'autres. Parce que, en effet, comme on peut le voir sur ces images, lorsqu'un enfant ne dispose pas d'un endroit pour travailler, nous dit Jean-Paul Delahaye, quand il est mal logé, quand il est mal nourri, mal soigné, quand il ne peut pas bien dormir, on le voit sur une des photos, les enfants dorment à plusieurs dans le même lit, quand on ne peut pas évoluer dans un environnement sûr, et ce sont des environnements où il y a une violence urbaine assez importante, lorsqu'on ne peut pas se sentir en sécurité, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'intimité, mais également lorsqu'on n'a pas l'occasion de se cultiver, de partir en vacances ou tout simplement de jouer, eh bien, je crois qu'on ne peut pas dire que les conditions sont réunies pour apprendre, pour étudier. On ne peut pas dire qu'il y a égalité entre les élèves. Alors, c'est un contrat, je dirais, c'est un constat assez brutal et qui nous oblige à nous interroger sur, là encore une fois, en reprenant les propos de Jean-Paul Delahaye, finalement, ce que la pauvreté fait à l'école et corrélativement, ce que l'école fait de la pauvreté. Voilà. Donc, l'école n'est évidemment pas responsable de tout, elle n'est pas responsable de la pauvreté, et on peut même dire sans se tromper que sans elle, les choses seraient bien pires. Et dans ces quartiers, l'école, les familles le disent, c'est un lieu social de socialisation extrêmement important, mais en même temps, on ne peut pas ignorer que malgré toutes les avancées, à la fois du terrain et de la recherche, cette question, notamment la question de coopération qui serait souhaitable entre les différents partenaires, de manière à mieux prendre en compte les besoins réels des élèves, elle demeure encore trop souvent un angle mort de la formation, et notamment de la formation initiale, mais pas que. Je pense aussi que dans le cadre de la formation continue des enseignants et des personnels de l'éducation de manière générale, ce sont des questions qui restent encore très, très peu abordées. Du coup, il n'est pas du tout surprenant de voir ces jeunes enseignants peu expérimentés, en tous les cas ceux qui débutent dans les établissements scolaires dits difficiles, qui se trouvent assez démunis face à des situations de pauvreté auxquelles sont confrontés une partie de leurs élèves. Donc aujourd'hui, on en est à la diffusion du film et il nous permet, je dirais, d'aborder plusieurs dimensions avec des visées différentes. Tout d'abord, une dimension méthodologique parce qu'on peut aussi travailler cette question dans la partie recherche, comment on va amener les futurs enseignants et les personnels de l'éducation sur cette question recherche. Et là, il y a une dimension, je dirais, méthodologique à visée transformative, c'est-à-dire que ce que nous avons essayé de faire dans ce travail, c'est de co-construire et d'offrir ce qu'on appelle un milieu de co-analyse où chacun, depuis sa place, depuis son expérience, son rapport au savoir, son rapport au territoire, a pu s'exprimer, a pu s'expliquer, a pu construire une compréhension du point de vue de l'autre. Et ceci avec un but très précis, c'est de réduire les invisibilités mutuelles et deuxièmement, d'envisager des alternatives possibles, des pistes d'action ou simplement essayer de faire autrement dès lors que ces acteurs pensaient pouvoir le faire et devoir le faire. Donc ça, c'était un point important. Une autre dimension, qui est bien entendu la dimension autour de la formation, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, avec une double visée, une visée compréhensible, c'est-à-dire amener les jeunes, les enseignants sur le terrain, leur permettre d'aller à la rencontre des différents acteurs du territoire. Et je n'ai pas ici le temps de développer, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Et puis une dernière dimension, peut-être, qui est le plus à visée épistémique, où il s'agit de moins de continuer à produire des connaissances que d'aller chercher, d'aller mobiliser des connaissances qui vont nous permettre, peut-être à partir de ce film, qui est une espèce de prétexte, je dirais, pour essayer d'aborder des questions, comme on peut en voir là, une liste, sur des questions de justice sociale, de mixité, voilà, de questions autres que soulève ce film, de pauvreté, voilà, pour pouvoir travailler. Donc, peut-être pour conclure et faire le lien avec cette dimension, comment on articule ici ce travail entre recherche, travail, formation. D'ailleurs, moi, je préfère appeler intervention plutôt que travail, parce que la recherche est un travail, la formation est aussi un travail, donc une intervention. Cette intervention, eh bien, c'est toujours un temps long que nous avons revendiqué dans ce travail, et comme le disent les deux sociologues, Trudon et Truc, dans leur dernier ouvrage Grand Ensemble, eh bien, avant de prendre, il faut comprendre. Et donc, pour cela, comment disent-ils, pourrait-il la mettre autrement? Il faut passer du temps. Il faut passer du temps sur le terrain
pour pouvoir se familiariser, pour pouvoir créer une espèce de confiance entre les différents acteurs et pour pouvoir travailler ensemble. Donc ça, c'est la question de l'intervention. La question de la recherche, c'est bien entendu essayer de mobiliser, notamment avec les enseignants en formation, essayer de trouver des points d'appui, des travaux de recherche qui vont venir étayer cette question. Par exemple, là, on a beaucoup travaillé ces derniers jours et on a vu qu'il y avait des questions qui les préoccupaient, notamment autour de la méritocratie. Et donc, on est allé faire tout un tas de recherches sur cette question. Et puis, la question de la formation, peut-être imaginer de faire un pas de côté. Et alors, c'est peut-être utopique, mais bon, voilà, pourquoi pas. Comment on peut imaginer permettre justement que cette école s'ouvre et qu'elle ne s'ouvre pas de manière unilatérale, c'est-à-dire pas que des parents qui viennent à l'école, mais comment aussi les professionnels peuvent aller sur le terrain, sur le territoire, pour mieux appréhender ces différences. Voilà donc un exemple concret du travail que nous menons. Et je passe maintenant la parole à Renaud pour une deuxième recherche qui est menée dans le cadre de votre équipe. Merci. Vous savez que moi, la recherche que je vais présenter là, c'est une recherche qui prend quand même une forme un peu plus traditionnelle par rapport à ce que Christine vient de présenter. C'est une recherche qui s'inscrit dans le cadre de la sociologie et de la sociologie de l'éducation. Alors, de la même manière, elle vise à produire à penser des outils qui seront utiles pour l'intervention, mais c'est une recherche qui s'inscrit dans le cadre assez traditionnel, donc de la sociologie de l'éducation, de l'école, de la recherche sur les inégalités scolaires, en partant donc de la conception des dispositions scolaires des élèves comme résultant de leur socialisation, et d'une socialisation qui est une socialisation plurielle, ce qui peut se résumer en disant qu'on est amené à voir que les élèves ils n'agissent ni du fait du hasard, ni tous et toutes de la même manière. Et donc, ce qu'on essaye d'observer dans cette recherche, c'est justement la façon dont ils vont agir en rapport avec la construction et la circulation des savoirs sur un territoire. Pour travailler autour de ces questions-là, on a mené une enquête qui est encore en cours en réalité, mais qui est menée depuis 3 ans, qui a consisté à être plutôt une enquête qualitative. On a passé 43 entretiens avec 2 classes de 6e autour de thématiques qui sont assez larges, le quotidien au collège et l'apprentissage, notamment le numérique, et j'y reviendrai assez largement, même si le temps imparti est assez bref, les familles, les activités culturelles, essayer de voir un peu comment s'organiser leur existence et comment, au sein de cette existence, on retrouvait la question des savoirs. À la suite de ça, on a conduit des questionnaires avec l'ensemble des élèves de 3e. Ça, j'en parlerai pas parce que c'est des outils qui sont en cours d'analyse encore. Et puis, on a espoir par la suite de suivre des cohortes d'élèves qu'on a enquêtés du coup en 6e, de voir comment ils évoluent au fil de leur scolarité, notamment au moins dans le secondaire. Dans les recherches antérieures, on a eu plutôt tendance à s'intéresser à la façon dont les élèves ils apprenaient avec les enseignants, dans la façon dont les élèves apprenaient avec leurs parents, dans la façon dont ils apprenaient avec les accompagnateurs dans les associations, etc. Nous, on a un peu déplacé cette perspective-là et on a décidé plutôt de partir des pratiques des élèves pour voir, pour décrire quels acteurs ils mobilisent, eux, les élèves, quand ils veulent apprendre pour l'école. Donc, pas partir de ce qu'on sait déjà être des instances au sein desquelles ils apprennent, mais plutôt partir des pratiques des élèves pour voir quels acteurs ils mobilisent quand ils veulent apprendre. Ce que cette approche elle nous a permis d'observer, c'est qu'en réalité, les acteurs auprès desquels les élèves apprennent, ils sont beaucoup plus divers que ce qu'on aurait pu penser si on était resté sur la première approche, et que les acteurs mobilisés sont différents selon les élèves concernés. En fait, cette notion-là, on la retrouve dès qu'on regarde, y compris à l'intérieur de la classe, parce qu'on pourrait penser que du coup, dans la classe, le savoir passe de l'enseignant aux élèves. C'est pas ce qu'on voit quand on s'intéresse à la façon dont les élèves apprennent dans le cadre de la classe, puisque ce qu'on observe, c'est que l'enseignant, il est considéré comme le plus légitime dans la classe, notamment quand on a une difficulté, quand il y a une incompréhension, quand il y a quelque chose qu'on voudrait éclaircir, et que certes, certains s'y limitent, mais en réalité, une majorité d'élèves sont amenés à mobiliser d'autres acteurs que l'enseignant en cas de difficulté. Et l'autre type d'acteur qui est présent dans le cadre de la classe, c'est les autres élèves, donc les pairs. Ils sont mobilisés, ces pairs, parce que les élèves rencontrent des obstacles pour mobiliser l'enseignant, des obstacles qu'on a repérés, nous, comme étant de 2 ordres. Une série qui est liée aux pratiques des enseignants eux-mêmes, qui peuvent stigmatiser, pour le dire vite, stigmatiser les élèves qui vont poser une question en leur disant qu'en gros, ils avaient qu'à écouter, que
ce genre de réponse-là, ou stigmatisés par les pratiques collectives de leurs camarades, des moqueries qui vont mettre en difficulté les élèves qui auraient, ou qui parfois ont déjà posé des questions, mais qui l'ont vécu comme une expérience négative et qui ne le répètent pas ou qui le répètent moins. Donc, en dépit de la légitimité qu'il lui est accordée, c'est pas toujours l'enseignant qui est sollicité en cas de difficulté, mais donc très souvent les pairs. Et donc, dans ces cas-là, on voit que se joue toute une autre série de questions, puisque une fois qu'on voit que ce sont des pairs qui sont mobilisés, reste à répondre à la question de savoir quels sont les pairs mobilisés. Est-ce que c'est par des logiques géographiques, de logiques spatiales, de la façon dont les élèves sont organisés dans la classe? Est-ce que c'est des logiques amicales qui conduisent les élèves à privilégier des gens qu'ils connaissent d'une façon plus générale? Est-ce que c'est des logiques où les élèves identifient des référents quand ils savent qu'ils sont performants scolairement? Tout ça, ça fait partie des questions qu'on se pose et sur lesquelles on commence à avoir quelques éléments de réponse sans arriver vraiment à conclure sur cet aspect. Tout ça paraît assez divers, mais c'est des aspects qu'on continue à creuser. Ce qui est certain dans ce qu'on observe dans nos entretiens, c'est que puisque les élèves apprennent dans la classe de leur père, le savoir qui est transmis dans la classe est transformé par ces intermédiaires que sont les pairs dans ces configurations-là, où c'est les pairs qui apprennent à d'autres élèves. Les pairs qu'on trouve aussi à l'extérieur de la classe, à l'extérieur du collège, des pairs qui sont mobilisés pour faire les devoirs, pour se faire réexpliquer une leçon, donc soit à l'extérieur, soit aussi quand les élèves sont à leur domicile par l'intermédiaire des ressources numériques. C'est-à-dire qu'on voit que les élèves travaillent beaucoup en mobilisant les outils numériques pour dialoguer avec leur père, donc en se réexpliquant des consignes, en se donnant des sources pour travailler, mais aussi en s'envoyant l'avancée des travaux. Donc en réalité, ça rappelle évidemment des expériences que chacune et chacun ont fait, le fait de travailler ensemble, de faire ses devoirs ensemble, mais ces expériences-là deviennent omniprésentes par l'omniprésence justement des outils numériques. Donc les pairs, ils apparaissent dans la classe comme hors la classe, comme des partenaires incontournables dans le cadre des apprentissages, et ils viennent concurrencer la place des parents dans l'accompagnement scolaire hors l'école, et c'est d'autant plus vrai quand les parents sont éloignés des attentes de l'école. C'est ce qu'on voit quand on a des élèves qui nous expliquent que leurs parents parlent pas bien la langue, ont arrêté l'école très tôt, sont relativement rapidement dépassés par les attentes scolaires. Alors ça, c'est des choses bien connues en sociologie de l'école. Ça traduit évidemment pas un désinvestissement volontaire des familles, mais plutôt une impossibilité ou une difficulté à accompagner du fait d'un capital culturel qui n'est pas conforme à ce que l'école peut attendre. Ce qu'on voit par contre, c'est une aide indirecte dans l'ensemble des familles, une aide indirecte notamment par des encouragements qui sont apportés aux élèves, mais l'aide directe est plus difficile pour certains acteurs, et donc dans ces cas-là, les pairs sont largement mobilisés. On observe aussi la sollicitation d'autres adultes, donc des adultes à l'intérieur des familles, aussi par des logiques géographiques, des mobilisations des voisins, des mobilisations au sein du territoire, mais aussi des mobilisations d'acteurs associatifs. Là, c'est un aspect qu'on a décidé pour des raisons de temps de ne pas développer davantage, mais reste à déterminer la manière dont les savoirs circulent à l'intérieur de ces associations, de la même manière qu'on se questionne sur la façon dont les savoirs circulent à l'intérieur de la classe. Les autres acteurs mobilisés, dont on a vu pour l'instant, on a discuté des acteurs qui étaient des acteurs réels. On a aussi le recours à des acteurs qui accompagnent de fait la scolarité des élèves, mais qui sont des acteurs virtuels qu'on retrouve sur Internet, soit quand les enseignants donnent des sources que les élèves peuvent utiliser pour réaliser leurs devoirs ou pour travailler, soit quand les élèves vont aller eux-mêmes faire des recherches. Là, vous avez quelques exemples de la manière dont les élèves décrivent leurs recherches. Et ça, c'est une question qu'on creuse particulièrement en ce moment. C'est une pratique qui, contrairement à un regard trop rapide, est une pratique très largement collective qui mobilise toute une série d'acteurs pour voir quand on est amené à conduire des recherches sur Internet, des acteurs qui sont connus physiquement, mais aussi des acteurs qui sont inconnus physiquement, qui ne sont en réalité parfois pas visibles par les élèves, quand par exemple ils vont faire des recherches sur Google, sur Wikipédia, ils ne savent pas quels sont les acteurs qui réellement les accompagnent dans cette recherche, puisque ces acteurs sont invisibles et leurs pratiques sont non perçues
sont aperçus par les élèves. Donc c'est une question qui nous paraît intéressante et importante à creuser pour comprendre la façon dont les savoirs se construisent dans les interactions avec les élèves. Et pour conclure, ce qu'on peut affirmer, alors la conclusion au vu de ce que j'ai dit n'est pas très risquée, hein, c'est-à-dire de dire simplement que le processus d'apprentissage est un processus qui est pluriel, qui est un processus qui est divers selon les élèves qui sont concernés, qui sont décrits par notre recherche, et que les acteurs qui sont mobilisés dans le cadre de ce processus d'apprentissage sont eux-mêmes des acteurs qui sont divers. Il n'y a pas d'uniformité dans la manière dont les élèves construisent les espaces au sein desquels ils apprennent. L'objectif, au final, comme Christine l'a dit à partir du film, ce sera dans un futur très proche de proposer des accompagnements au niveau du terrain pour faire en sorte que ces espaces au sein desquels les élèves apprennent soient bénéfiques à leur évolution scolaire. Très bien. Je vais reprendre la parole pour revenir peut-être de manière transversale à ces deux projets qui résument pas l'ensemble des activités de l'équipe pilote, mais qui sont assez emblématiques de la manière dont se rejoignent les dynamiques de recherche, de formation et de terrain. L'exemple du documentaire qui a été réalisé par Christine, c'est un documentaire qui en fait trouve sa source, en tout cas son point de départ, dans des contacts qui ont été pris au cours d'une recherche que nous avons menée avec d'autres collègues sur la mise en place du dispositif Devoirs faits au sein d'un collège RED+. Mais c'est à partir de ces contacts-là, on a ensuite mis en place une formation à l'éducation prioritaire pour certains élèves de l'INSPE d'Aix-en-Provence, qui s'est déroulée à la fois dans le collège, mais aussi en interrelation avec une association de parents d'élèves qui a fait visiter le quartier à nos étudiants, avec des représentants des cités éducatives, du PRE, de la Ligue de l'enseignement, etc., et d'autres associations qui sont venues présenter la manière dont ils travaillent avec les établissements scolaires aux étudiants. Et puis, ce film qui ensuite s'est construit à partir de tout ça et qui s'est co-construit avec plusieurs de ces acteurs est ensuite devenu le vecteur de nouvelles formations puisque là, tout récemment, il a été présenté puis discuté avec et approfondi sur différentes thématiques avec l'ensemble des premières années de master MEF de l'INSPE d'Aix-Marseille, que ce soit sur le site d'Aix-en-Provence, de Marseille, d'Avignon ou de Digne. C'est aussi un film qui fait l'objet de diffusion grand public avec des débats dans différents espaces avec différents types d'acteurs, des acteurs de l'éducation nationale, mais aussi des habitants de quartier, des parents d'élèves. Et puis, c'est aussi un film qui a débouché sur des partenariats de recherche, notamment avec une équipe brésilienne avec laquelle nous échangeons et où nous comparons ce territoire marseillais avec un territoire à Fortaleza et sur la manière dont eux travaillent sur les relations entre école, famille et quartier, avec donc des collègues brésiliens qui sont venus à Marseille et un déplacement prévu pour nous au Brésil. En ce qui concerne la recherche Apprendre en RED+, que Renaud vous a présenté, là aussi, cette recherche, elle a émergé de questionnements qui se sont constitués à la rencontre de questionnements d'acteurs de terrain au sein des établissements et de nos préoccupations de recherche. Et ensuite, les premiers résultats, alors par exemple le questionnaire, le guide d'entretien qu'on a réalisé pour cette recherche, elle a été discutée avec les équipes enseignantes du collège en question. Les premiers résultats de nos analyses, on les a présentés aux élèves qu'on a interrogés, on les a présentés aussi aux équipes enseignantes. Et puis, ces résultats, ils circulent aussi en formation puisqu'ils servent de support à des formations aussi au niveau de l'INSPE, mais aussi au sein du département de sciences de l'éducation. Et puis, ils permettent justement de faire circuler la parole de ces différents acteurs, ce que disent les élèves quand on le présente aux équipes enseignantes, ça les fait réfléchir à des choses auxquelles ils ne pensaient pas forcément. Quand on présente aux étudiants, ça fait aussi déplacer un petit peu les regards. Et là encore, on voit bien comment
des éléments de recherche, de formation et de terrain se croisent. Et si on devait résumer à partir de ces deux exemples à quoi sert une équipe pilote au sein du pôle empirique, je pense que ce qui caractérise notre équipe, c'est d'être en fait un amplificateur et une mise en visibilité de choses qui se faisaient déjà par ailleurs au niveau de la recherche, au niveau de l'information, au niveau du terrain, mais que la mise en commun de toutes ces dynamiques a permis à la fois de renforcer des liens à l'intérieur de la recherche, puisque vous avez vu, on est un certain nombre de chercheurs de différentes disciplines qui intervenons pour la plupart, mais pas pour tous, à l'INSPE en formation initiale. Et donc, ça permet de renforcer des liens entre nous, mais aussi entre la recherche et la formation, puisqu'il y a vraiment des allers-retours directs entre ces recherches que l'on mène dans l'équipe pilote et la formation des étudiants ici à l'INSPE, donc en formation initiale, mais aussi pour des formations continues. Et puis aussi des rencontres et des relations qui se tissent entre les acteurs de l'école et les acteurs éducatifs des territoires, avec la diversité de ces acteurs éducatifs. Et évidemment, à travers les différentes recherches que l'on mène, les différentes actions de formation et d'échange avec les acteurs éducatifs, ce qu'on espère, c'est apporter des éléments de réflexion sur les enjeux de réduction des inégalités scolaires à partir des territoires où elles sont les plus fortes pour réfléchir à une école qui soit toujours plus juste que ce qu'elle est pour le moment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on peut éventuellement basculer sur les questions, si certains en ont. Alors, donc, je vais vous lire, nous avons une question pour l'instant. Existe-t-il des recherches qui interrogent les liens entre dynamique territoriale et apprentissage, mais dans la ruralité? J'accompagne actuellement la mise en place d'un territoire éducatif rural. Alors, sur les liens entre école rurale et territoire, est-ce que Renaud, tu veux dire quelque chose? Il a existé pendant une dizaine d'années un observatoire qui s'appelait l'Observatoire de l'école rurale. Je ne sais pas si je parle de bon moment. L'Observatoire de l'école rurale, qui était dirigé par notamment Alain Megardès et Pierre Champollion et qui a produit du coup plusieurs tomes de présentation de leurs résultats. Et donc ça se trouve sans doute. En tout cas, je sais qu'à la bibliothèque de l'INSPE, il s'y trouve. Et puis il y a un peu plus petit, mais de synthèse, un ouvrage de Jean-Luc Fauvier et Yves Alpes qui s'appelle Sociologie de l'école rurale et dont plusieurs chapitres sont concernés. Peut-être pas aussi sur la question des apprentissages, de la spécificité des configurations des apprentissages en école rurale, mais en tout cas des liens entre l'école rurale et les formes de scolarité, les évolutions scolaires des élèves. Je ne suis pas certain que là-dedans, il y a quelque chose de directement sur l'apprentissage. Alors, sur la question des apprentissages, il y a des travaux qui ont montré que, notamment à l'école primaire, à niveau social équivalent, les élèves de milieu rural qui sont dans des classes uniques ou en tout cas multiniveaux, au-delà de 2 niveaux de classe, avaient des performances plus élevées que leurs collègues urbains. Par contre, sur la question des territoires éducatifs ruraux là, qui se mettent en place depuis peu, un certain nombre de collègues sont en train de lancer des recherches, je sais, sur justement ces dynamiques territoriales, mais voilà, ça se met vraiment en place avec un peu des parallèles avec, on parlait des cités éducatives, par exemple, avec des sortes de dynamiques sur les territoires qui sont un peu les mêmes, mais sur des territoires très différents. Donc, pour l'instant, il y a des recherches un peu éparses qui ont existé, mais je pense qu'il va y avoir dans les années à venir un certain nombre de résultats, puisque là, la mise en place des territoires éducatifs ruraux lance un certain nombre de recherches sur ces questions.
peut-être ajouter une petite précision. Nous avons fait un travail aussi à la RAN dans le 04. Donc, on s'est aussi préoccupé de ces questions. Et donc, là, il y a également un webinaire qui sera le mardi 29 avril de 17h à 18h15 et qui regardera les questions que nous avons pu travailler, notamment autour de l'explicitation. Voilà. Et sur ces questions-là dans la ruralité. Donc, mardi 29 avril. Qui est un territoire rural et en éducation prioritaire. Voilà, c'est ça, 0405. Alors, une deuxième question. Quel impact effet percevez-vous des résultats de vos recherches sur les décideurs, la prise de décision à l'échelle académique, et pourriez-vous renvoyer des liens vers vos articles? Alors, pour la question des liens vers les articles, je pense qu'on pourra probablement rajouter une diapositive et ensuite qui sera mise en ligne. On va se renseigner sur comment ça peut être mis en ligne, mais oui, volontiers. Et sur l'impact sur les décideurs, je pense, alors, les décideurs, il y a des décideurs à plein de niveaux. Déjà, il faudrait peut-être voir ce qu'on entend par décideur. Je pense qu'il faut, à chaque fois, dans ce type de recherche, être modeste quant aux effets qu'on a, mais pas trop modeste, parce que des effets, il y en a, qui sont finalement, j'aurais tendance à dire, mais je ne sais pas si mes collègues seront d'accord, qui sont davantage liés aux liens qui se tissent, aux échanges au quotidien qui peuvent se nouer, que finalement un rapport qu'on produirait et qui serait lu ensuite par le rectorat et qui du coup changerait du jour au lendemain sa politique complètement. Par contre, des petits changements, des petits bougés, des petites transformations dans les différentes recherches qu'on a menées, on les observe, mais c'est souvent des choses qui se tissent sur le long terme parce qu'il faut qu'une relation de confiance se noue entre les chercheurs, les acteurs avec qui on travaille, et puis parfois se dire aussi que les questions que nous on a en tant que chercheurs, c'est pas exactement les mêmes que celles qu'ont les acteurs, et en fait on échange, on débat. Et parfois, les acteurs se saisissent d'une partie de ce qu'on dit pour en faire quelque chose qui va être beaucoup plus adapté à leur propre questionnement. J'ai un point de complément par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je crois qu'Ariane l'a dit, le fait que après les premiers éléments de recherche, on est revenu vers les équipes des établissements, on a échangé avec eux sur nos résultats. Et une des façons, je pense, de répondre à cette question, c'est de prendre un exemple où c'est un de ceux que j'ai présenté moi, c'est pour ça que j'y pense. Hein. La question des échanges entre pairs à l'intérieur de la classe, ça a fait l'objet d'échanges assez poussés avec les équipes pédagogiques et de réflexion sur la façon dont on pourrait tenter d'éviter que ces échanges à l'intérieur de la classe ne viennent renforcer les inégalités face au savoir. Avec l'idée que, pour le dire très rapidement, et je l'espère simplement, mais sans faire d'erreur, que si on trouve des élèves qui partagent le fait d'être en difficulté scolaire, qui en réalité co-construisent les savoirs à l'intérieur de la classe, ils vont avoir une tendance évidente à renforcer leur distance de savoir que l'enseignant pense transmettre. Et donc, on a à partir de là échangé, en partie, échangé sur ce qui pourrait être mis en place pour éviter une tendance au renforcement des inégalités. Alors là, après, ça sort par contre de notre domaine de compétences, hein, c'est-à-dire de savoir ce qu'il faut faire. C'est évidemment pas des chercheurs qui disent, qui prescrivent les activités des professionnels de terrain. Par contre, là où la recherche peut à nouveau intervenir, c'est sur une tentative d'évaluer les effets des transformations, sans se donner pour objectif d'avoir une évaluation vraiment très stricte de c'est ça qui fait ça, mais s'il y avait des suites qui découlaient de la façon dont on a présenté des résultats en termes de transformation des pratiques, on pourrait aussi participer à continuer avec les acteurs de terrain à observer les transformations qui seraient induites par ça. Et donc éventuellement poursuivre si ça fonctionne, arrêter si ça ne marche pas. Donc, voilà. Alors évidemment, c'est pas les décideurs, peut-être au sens où vous l'entendiez, je ne sais pas, mais sur les décideurs, peut-être une autre question, mais avec Christine, voilà.
Oui, bah, peut-être au niveau académique. Alors, ce sont des décideurs, je dirais, intermédiaires, mais c'est très important. On a, par exemple, au niveau académique, tout un programme, notamment sur le travail avec des référents. Donc, par exemple, ici, les référents pauvreté. Et comment le travail que nous conduisons, bien entendu, hein, va aussi nourrir ces formations. Comment on va aussi sensibiliser, par exemple, là, l'ensemble des principaux de collège, des proviseurs et directeurs et directrices d'école. Donc, on voit bien que les décideurs académiques se sont aussi emparés de ce travail en se disant, ben, dans la formation continue, en tous les cas, il y a peut-être matière à réfléchir sur ben, cette question de grande pauvreté et réussite scolaire. Quels sont les apprentissages? Voilà, comment on peut faire une école moins inégalitaire, en tous les cas, voilà, pour les plus pauvres d'entre eux. Donc, il y a quand même, bien sûr, il y a quand même des choses qui se font. C'est un peu la question suivante d'ailleurs. Oui. Oui. Donc, on a une troisième question qui est comment peut-on éviter les effets pervers des dynamiques territoriales ambiantes pour instaurer un climat scolaire qui encourageant pour les apprenants vers davantage de succès souhaités. Alors, je ne sais pas si j'interprète bien la question. Pour moi, ça me fait penser à ce que tu disais, Christine, sur le territoire et les violences qui font partie du quotidien d'un certain nombre d'enfants du collège dans lequel on travaille beaucoup et qui ont été filmés dans le documentaire de Christine. Je ne sais pas si on a, nous, des solutions pour éviter les effets pervers de ces violences urbaines. Mais moi, ce qui me surprend toujours, en tout cas, c'est comment ces enfants et ces jeunes qui sont confrontés au quotidien avec des situations très difficiles le font avec, je ne sais pas comment dire, sont beaucoup moins impactés que de sauver, en tout cas, une forme de résilience beaucoup plus forte, à mon avis, que des enfants d'autres territoires, ce qui n'est pas très rassurant en soi. Ça veut juste dire qu'ils s'habituent à des formes de violence auxquelles ils ne devraient pas être confrontés. Mais voilà, je ne sais pas si on a vraiment. Enfin, nous, on ne travaille pas directement sur cette question-là, sauf si peut-être j'ai mal interprété. Alors, pareil, en complément, ce que vous appelez l'ambiance l'ambiance des dynamiques territoriales, l'ambiance sur le territoire. On dit aussi des fois les tonalités sociales du territoire. Il y a au moins deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui n'est pas directement liée à la question de l'école, comme l'école hérite, c'est la question de la ségrégation spatiale, et où ces dynamiques territoriales elles sont créées par des mouvements de population et puis des politiques, notamment la politique de la ville, qui sur celle-là, les questions d'apprentissage et les questions d'école en tant que telles, ni la recherche sur l'école ne peuvent pas y faire grand-chose. C'est en gros de ça qu'on hérite quand on travaille sur la manière dont les élèves peuvent mobiliser tel ou tel acteur sur le territoire pour apprendre. Ils ne peuvent le faire que dans le cadre d'acteurs qui sont là. Et donc les acteurs qui sont là ne sont pas les mêmes selon qu'on est par exemple dans un réseau d'éducation prioritaire à Marseille ou selon qu'on est dans le 8e arrondissement à Marseille. On ne va pas avoir les mêmes acteurs mobilisables pour apprendre. Et donc ça, c'est un effet de la ségrégation sociale que là on observe nous dans la recherche sur la construction des savoirs. Quelque chose qui peut paraître tout à fait anodin, je vais vous dire en une seule phrase, qui peut paraître, je ne sais pas si c'est si anodin que ça, mais qui en réalité peut bouleverser cette question du territoire par rapport aux apprentissages, c'est justement la question des ressources numériques qui est potentiellement porteuse de possibilités, en tout cas d'égalisation en ce qui concerne la mobilisation des acteurs, parce que contrairement à ces acteurs qui sont mobilisables physiquement sur le territoire, sur Internet, tous les acteurs sont potentiellement mobilisables de la même manière par tous les élèves. Reste à voir comment les élèves eux-mêmes développent des compétences qui les conduisent à être efficaces par leur travail sur Internet. Et là, on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus ouvertes, on pourrait dire, que sur la question des territoires. Donc, au fond, l'espace numérique, c'est un territoire, mais qui a des limites beaucoup moins strictes et beaucoup moins, sans doute, socialement produites que le territoire urbain, par exemple.
Alors, il y a une nouvelle question qui est arrivée qui enchaîne justement sur la question du numérique. Avez-vous travaillé sur l'essor des contenus de vulgarisation? Alors, on n'a pas travaillé directement sur ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est comment les élèves, ce qu'ils vont chercher, comment ils vont le chercher et sur quoi ils s'arrêtent. Et ce qu'on voit très précisément, c'est que dans les situations, alors, soit, et Renaud, tu me compléteras si besoin, soit il y a des contenus qui sont fléchés par les enseignants, qui par exemple mettent un lien Pronote en disant pour faire ce travail, vous allez voir tel et tel lien. Dans ce cas-là, il y a un fléchage, une sélection qui est faite à l'avance et les élèves y vont. Par contre, quand il n'y a pas de cadrage qui est fait à ce niveau-là, de toute façon, ce qu'il dit, c'est on va sur Google, donc il y a une recherche qui est faite, et en général, c'est le premier lien qui vient, ou une vidéo YouTube aussi, très fortement, et il n'y a pas en tout cas, et là encore, on est sur des élèves de sixième, hein, donc il n'y a pas de travail, de réflexion sur une hiérarchisation des références sur lesquelles ils tombent, par exemple. Et c'est pas un travail qui a été, ça fait partie aussi de points de discussion qu'on a eu avec les équipes enseignantes, de réfléchir à comment on peut guider ce travail des élèves quand ils sont à la recherche d'informations sur le net. Et puis, ce qui est apparu aussi dans nos données, et d'ailleurs on a été assez surpris de voir ça dès la sixième, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, ChatGPT, mais aussi des applications, d'autres applications d'intelligence artificielle. Et là encore, un usage qui est très spontané, sans réelle formation autour de ces questions, et avec par contre des formes de prise de recul déjà parce qu'ils se sont aperçus par l'expérience que parfois l'intelligence artificielle ne donnait pas les bonnes réponses. Mais on voit bien que là, en tout cas, il y a un flou dans la formation des élèves et qu'il y aurait certainement tout un tas de choses à mettre en place pour faire en sorte que ces contenus de vulgarisation dont vous parlez puissent être appropriés de manière peut-être plus pertinente par rapport aux apprentissages scolaires que la manière dont ça se fait un peu spontanément. Oui. Alors, un autre complément, je pense que tu as à peu près dit, c'est-à-dire que oui, ce qu'on observe dans la manière dont les élèves sélectionnent leurs sources, c'est d'abord une absence quasi totale de cette idée des contenus de vulgarisation par les élèves, et en réalité une soumission très forte et quasiment unanime aux classements qui sont produits par les moteurs de recherche. En réalité, on voit une assez grande pauvreté technique dans les mots-clés qui sont saisis pour faire une recherche sur Internet, où on va vraiment prendre, les élèves prennent directement les mots tels qu'ils apparaissent, par exemple, dans l'énoncé dans la question, qu'ils les mettent sur Google, et puis ils prennent globalement les premiers résultats. Alors là, on a des très longs passages, des entretiens dans lesquels on s'intéresse et on creuse cette question-là avec eux pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment ils en arrivent à sélectionner telle ou telle donnée à l'intérieur de ce qui a été produit. Et donc la question de l'ordre, et donc une ignorance de la façon dont cet ordre est produit chez les élèves, mais une soumission assez forte à cet ordre-là. Et donc il nous semble, et là, une fois que j'ai formé cette phrase-là, on sortait des compétences si on allait plus loin, il nous semble qu'il y a un enjeu quand même assez fort à la formation, d'abord sans doute des enseignants sur cette affaire-là, puis ensuite des élèves sur la manière dont ils peuvent mobiliser des sources sur Internet et trouver des raisons qui légitiment l'utilisation de telle ou telle source plutôt que ce que eux croient être le hasard, par exemple, sur l'ordre qui est donné. Pour l'instant, du coup, pour me poser la question, non, on n'a pas vu de traces dans les entretiens de contenu spécialement identifiés comme étant des sources d'apprentissage, comme des contenus de vulgarisation. Et je déplace un peu la question, mais sur cette question de la hiérarchisation des sources d'information par rapport aux apprentissages scolaires, ce qu'on voit aussi, c'est que interroger l'enseignant, interroger un père, interroger un parent, ce qui va faire la validité de l'information reçue pour un élève va dépendre davantage du lien affectif qu'il va pouvoir avoir avec la personne que
d'une réflexion ou même d'un questionnement sur est-ce que l'information que j'ai est véritablement pertinente par rapport à la question que j'ai posée. Et ces questions de hiérarchisation, on voit, et en lien avec ce que disait Renaud sur le fait, par exemple, l'enseignant, lui, est repéré comme étant particulièrement légitime sur les apprentissages, mais par contre, c'est vraiment la personne qu'on va interroger en dernier si vraiment on a demandé au voisin et qu'il ne sait pas. Et c'est vraiment, on a vraiment des extraits d'entretien où on voit que j'ai demandé à tel, et puis après vraiment j'ai demandé au prof, quoi. Et je pense que voilà, la question de la hiérarchisation de l'information et des sources, c'est vraiment un point qu'il faudrait creuser. Et juste ajouter, mais là, vraiment d'une demi-phrase, c'est juste parce que des fois, des choses paraissent évidentes, mais c'est toujours bon de les rappeler quand même, c'est que ce qu'ont montré d'autres travaux antérieurs au nôtre, c'est qu'il y a une grande inégalité sociale en lien avec les niveaux de diplôme, notamment des parents, dans les compétences pour la recherche d'informations en ligne, donc avec des résultats très différents. Donc c'est des choses qui sont très inégales entre les élèves sur ces cas. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question. Alors, voilà. Oui, alors, voilà, c'est dit dans le chat, mais vous ne pouvez pas le voir. Effectivement, le documentaire qui a été réalisé par Christine est disponible, et Agnès Maury, est disponible en ligne sur la plateforme Vimeo, et il est visionnable gratuitement, donc laissez pour compte sur Vimeo. Alors, on a une question sur les attestations de présence. Ah voilà, c'est pas nous qui sommes en capacité de répondre à cette question, mais on va laisser Marianne Salomon vous répondre. Voilà, ce que je peux vous annoncer, voilà. Alors, pour ceux, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par des attestations de présence, vous pouvez faire la demande par mail à marie-anne.salomon@réseau-xp.fr. Et voilà. Et pour finir, je vais vous annoncer, en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour vos questions. Et je vous annonce la prochaine conférence qui aura lieu dans le cadre du Printemps des XP. Elle se déroulera le 31 mars à 16h30 comme aujourd'hui, et elle portera sur les LEA-IFE, un réseau au service des liens entre recherche, terrain et formation. Et elle sera présentée par Aurore Promonet, qui est professeure des universités et référente scientifique du réseau LEA-IFE, et Virginie Wolf, qui est responsable scientifique également du réseau des LEA-IFE à l'École nationale supérieure de Lyon, qui est chercheuse associée au CDS. Voilà, merci à tous. Merci à toutes et tous. Merci, au revoir.